Ce légume était partout dans les assiettes de nos arrière-grands-parents. Aujourd'hui, presque plus personne ne le connaît. Et pourtant, il pourrait bien sauver notre alimentation de demain. Panais, krosn, rutabaga, ce que tu vas découvrir va te faire changer de regard sur les légumes. Oubliez, pendant des siècles, ces légumes faisaient partie du quotidien. Cultivés dans les potagers, cuisinés dans les fermes, ils nourrissaient des générations entières. Puis, en quelques décennies seulement, ils ont été remplacés, jugés ringards, oubliés. Pourquoi a-t-on abandonné le topinambour, le panais ou encore le krosn? Que nous disent-ils de notre histoire, de nos habitudes alimentaires et surtout, pourquoi reviennent-ils en force aujourd'hui? Dans cette vidéo, on remonte le fil du temps pour redécouvrir ces trésors perdus de nos campagnes. Jusqu'au début du XXe siècle, l'alimentation des campagnes françaises reposait en grande partie sur une diversité de légumes aujourd'hui méconnus. Le panais, par exemple, était omniprésent dans les potagers européens depuis l'Antiquité. Cultivé par les Romains, il avait remplacé partiellement la carotte avant que cette dernière, au XVIIe siècle, ne soit sélectionnée pour devenir orange et sucrée. Longtemps, le panais a été une source majeure de glucides, notamment en hiver, grâce à sa chair tendre et sucrée après les premières gelées. Autre pilier de cette alimentation ancienne, le topinambour. Introduit en France au début du XVIIe siècle depuis l'Amérique du Nord, il s'est rapidement imposé comme un tubercule facile à cultiver, résistant aux maladies et apte à pousser sur des terres pauvres. Ce légume racine, proche du tournesol, était très répandu avant l'arrivée massive de la pomme de terre. Sa consommation a explosé durant les périodes de guerre, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où il est devenu un aliment de substitution en raison des rationnements. Ironiquement, cette association avec les années de pénurie contribuera plus tard à son rejet culturel. Le krosn du Japon, introduit en France en 1882, est un autre exemple emblématique. Cultivé pour sa racine en forme de spirale, il connut un certain succès dans la cuisine bourgeoise de la fin du XIXe siècle. Mais son nettoyage fastidieux et sa faible productivité l'ont vite relégué aux oubliettes dès que l'agriculture intensive a imposé ses normes de rendement. Derrière ces légumes se cache un modèle agricole ancien, basé sur l'autonomie alimentaire. Chaque région avait ses variétés adaptées au climat et aux sols locaux. Le rutabaga dans les terres froides du Nord, le chou rave en Alsace, la réponse dans les Alpes. Les paysans cultivaient ces espèces en polyculture, souvent sans produits chimiques, et les conservaient pour l'hiver en cave ou en silo. Ce savoir-faire paysan, transmis oralement, formait un patrimoine vivant qui s'est effondré avec l'essor de l'agriculture industrielle après 1945. Ces légumes oubliés ne sont donc pas de simples curiosités. Ils témoignent d'un rapport au vivant plus résilient, d'une biodiversité aujourd'hui menacée et d'un monde dans lequel l'alimentation n'était pas standardisée, mais profondément enracinée dans le terroir. La disparition progressive des légumes anciens ne résulte pas d'un simple désintérêt, mais d'un enchaînement de bouleversements historiques, économiques et culturels. L'un des tournants majeurs survient au XXe siècle et plus précisément pendant les deux guerres mondiales. Durant l'occupation, en France, des légumes comme le topinambour et le rutabaga deviennent des aliments de substitution imposés par la pénurie. Faciles à cultiver, résistants et nutritifs, ils sont réquisitionnés pour nourrir la population. Cette consommation forcée va profondément marquer les mémoires. Une fois la paix revenue, ces légumes sont perçus comme des symboles de misère et d'humiliation. On les fuit comme on fuirait un mauvais souvenir. Parallèlement, l'essor de l'agriculture productiviste après 1945 transforme radicalement le paysage agricole. Avec les 30 Glorieuses et la Révolution verte, l'objectif est clair: nourrir vite, beaucoup et à moindre coût. Les semences sont standardisées, les variétés anciennes écartées car jugées trop peu productives, trop fragiles au transport ou inadaptées aux nouvelles méthodes de culture mécanisées. Les légumes oubliés, souvent fragiles, de conservation difficile ou à la forme irrégulière, ne rentrent pas dans les critères de rentabilité des supermarchés. Le goût cède la place au calibrage
et à la durée de vie en rayon. Un autre facteur clé de leur effacement est l'évolution des goûts culinaires. Avec l'uniformisation des modes de vie et la montée de l'alimentation industrielle, les Français consomment de plus en plus de produits transformés. Les plats traditionnels disparaissent peu à peu des tables, remplacés par des recettes rapides, souvent inspirées d'influences étrangères ou publicitaires. Les jeunes générations ne connaissent plus le panais ou le cerfeuil tubéreux. La transmission familiale s'interrompt. Enfin, les circuits de distribution modernes accélèrent le phénomène. Les centrales d'achat sélectionnent quelques variétés dominantes de légumes: carottes, pommes de terre, tomates, haricots verts. Ces produits sont disponibles toute l'année, souvent importés, créant l'illusion d'une abondance, mais masquant une perte réelle de diversité. En moins de 50 ans, ce sont des dizaines de variétés qui ont disparu des étals, parfois même des champs. Ce n'est pas une évolution naturelle, mais une rupture, une standardisation brutale qui a relégué les légumes oubliés au rang de vestiges. Depuis une vingtaine d'années, un mouvement de fond s'est enclenché. Les légumes oubliés reviennent sur le devant de la scène. Longtemps méprisés, ils sont aujourd'hui redécouverts sous un nouveau jour, porté par trois dynamiques majeures: la recherche de naturalité, la redécouverte du terroir et la nécessité écologique. Sur le plan de la santé, ces légumes présentent des atouts nutritionnels souvent supérieurs à ceux des variétés modernes. Le panais, par exemple, est riche en fibres, en potassium et en vitamine B. Le topinambour, quant à lui, contient de l'inuline, un prébiotique naturel bénéfique pour la flore intestinale. Dans un contexte où l'obésité et les troubles métaboliques progressent, ces aliments sont perçus comme des alternatives saines, locales et peu transformées. Leur faible indice glycémique et leur richesse en micronutriments attirent aussi bien les nutritionnistes que les consommateurs soucieux de leur équilibre alimentaire. En parallèle, la redécouverte du patrimoine culinaire joue un rôle crucial. De nombreux chefs étoilés se sont emparés de ces légumes pour les remettre au goût du jour. Le krosne, jadis oublié pour sa forme peu pratique, devient un ingrédient raffiné dans les assiettes gastronomiques. Le rutabaga, associé aux privations de guerre, est revalorisé dans des purées onctueuses, des gratins ou des veloutés originaux. Ces démarches s'inscrivent dans une volonté de valoriser les produits de saison, de raconter une histoire à travers l'assiette et de reconnecter la cuisine avec ses racines régionales. Mais c'est surtout la conscience écologique qui redonne du sens à ces cultures. Les légumes oubliés sont souvent plus rustiques, mieux adaptés aux climats locaux et nécessitent moins d'intrants chimiques. Ils favorisent la biodiversité cultivée, aujourd'hui gravement menacée par l'uniformisation des semences. Des initiatives locales émergent partout en France: jardins partagés, potagers en permaculture, conservatoires de variétés anciennes. Des agriculteurs passionnés remettent en culture le chou de Lorient, le navet noir de Pardaillan ou encore la poirée de Nice. Ce retour aux sources n'est pas un simple effet de mode. Il témoigne d'une prise de conscience. Pour nourrir le futur, il faut peut-être d'abord se souvenir du passé. Manger un panais ou un cerfeuil tubéreux, ce n'est plus un geste marginal. C'est un acte de mémoire, un choix politique et un petit pas vers une agriculture plus durable. Pour comprendre la richesse et la diversité des légumes oubliés, il suffit de s'intéresser à quelques-uns d'entre eux, encore peu connus du grand public, mais pourtant fascinants par leur histoire, leur goût et leurs vertus. Commençons par le topinambour, souvent confondu avec l'artichaut à cause de sa saveur légèrement similaire. Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au XVIIe siècle. Ce tubercule, à la peau fine et irrégulière, se cultive sans engrais et résiste bien au froid. Riche en fibres et en inuline, il est excellent pour la santé intestinale, mais peut provoquer des ballonnements, ce qui lui a valu le surnom ironique de trouble-fête des repas. Longtemps marginalisé après la guerre, il revient aujourd'hui dans les assiettes, notamment sous forme de purée ou de velouté. Le panais est quant à lui l'un des plus anciens légumes cultivés en Europe.
Sa chair blanche et sucrée, proche de la carotte, a nourri les populations bien avant l'arrivée de la pomme de terre. Résistant au froid, il développe une saveur plus douce après les premières gelées. Très utilisé au Moyen Âge, il a peu à peu disparu des cultures domestiques au XIXe siècle, remplacé par des variétés plus modernes. Il revient aujourd'hui dans de nombreuses recettes d'hiver. Le krosne du Japon, introduit en France à la fin du XIXe siècle, séduit par sa forme originale et sa texture croquante. Longtemps considéré comme un légume de luxe, il a sombré dans l'oubli à cause de sa culture exigeante et de la difficulté à le nettoyer. Pourtant, son goût délicat de noisette en fait aujourd'hui un mets recherché par les chefs cuisiniers. Autre exemple, le cerfeuil tubéreux originaire d'Europe centrale. Ce petit légume racine, proche du persil, développe une saveur douce entre la châtaigne et la pomme de terre. Longtemps réservé à une élite, il a quasiment disparu des champs avant d'être réintroduit par quelques maraîchers passionnés. Enfin, le rutabaga, longtemps associé aux périodes de disette, retrouve peu à peu sa place dans les cultures locales. Issu du croisement entre le chou et le navet, il se conserve bien, pousse facilement et supporte les hivers rigoureux. Chacun de ces légumes porte en lui une mémoire, une région, un usage oublié. Les redécouvrir, c'est renouer avec des gestes agricoles anciens, des goûts oubliés et une biodiversité qui ne demande qu'à revivre. Les légumes oubliés ne sont pas de simples curiosités botaniques ou des fantaisies de jardiniers nostalgiques. Ils représentent bien plus que cela. Un lien direct avec notre passé, une richesse génétique précieuse et une réponse concrète aux défis alimentaires de demain. Leur disparition ne s'est pas faite par hasard, mais par une série de choix culturels, économiques et politiques qui ont favorisé l'uniformité au détriment de la diversité. Aujourd'hui, leur retour dans nos assiettes est un signal fort. Il ne s'agit pas d'un effet de mode passager, mais d'une vraie reconquête, celle du goût, du savoir-faire et de la souveraineté alimentaire. En cultivant à nouveau ces variétés anciennes, en les cuisinant, en les transmettant, nous réparons une forme d'amnésie collective. Et surtout, nous diversifions notre alimentation face aux incertitudes écologiques et agricoles à venir. Ces légumes ne viennent pas du bout du monde. Ils viennent de chez nous, de nos terroirs, de nos grands-parents. Ils sont adaptés à nos sols, à nos saisons, à notre culture. Leur redonner une place, c'est faire un pas vers une agriculture plus résiliente, moins dépendante des semences standardisées et des intrants chimiques. Alors posons-nous cette question simple mais essentielle. Et si l'avenir de notre alimentation se cachait dans ces variétés que nous avons laissées de côté? Et toi, parmi tous ces légumes méconnus, lequel aimerais-tu goûter? Lequel mériterait selon toi de revenir sur le devant de la scène? Dis-le nous en commentaire, et si cette vidéo t'a permis de redécouvrir un pan oublié de notre patrimoine culinaire, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Parce que parfois, pour aller de l'avant, il faut d'abord regarder en arrière.